Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 38e numéro d'Entre nous soit-il. Un mot est entré dans le langage courant, plus exactement un nom, celui de Neuilléens. Les Neuilléens sont les habitants de Neuilly et comme le disait le billetiste du Monde hier, les événements qui sont en train de se dérouler de façon dramatique sur la planète, le Darfour, Neuilly, etc. Et donc ce sont des événements particulièrement marquants. La preuve, c'est que tout le monde en parle. Alors, nous avons une chance, c'est que ces événements de Neuilly ne se soient pas déroulés à Pont-à-Mousson, car il aurait fallu dire que ce sont les Mussy-Pontins. Et on n'a pas dit non plus, au moment où l'affaire, elle continue d'ailleurs de M. Kerviel et de la Société Générale, a défrayé la chronique, que M. Kerviel, étant originaire de Pont-l'Abbé, était un pont-labiste. Alors je ne cherche pas à faire étalage d'une science qui est très relative, mais je voulais simplement vous dire que grâce à la politique, nous savons désormais que les habitants de Neuilly s'appellent des Neuilléens, et j'ai le plaisir d'accueillir un Neuilléen éminent, Jean-François Prost. Bonjour. Bonjour, cher Claude. Bonjour, Jean-François Prost. Vous êtes donc Neuilléen, mais vous êtes aussi bien plus qu'un Neuilléen. Vous êtes un politologue distingué. Vous êtes également, au sein de la politologie, le chiracologue en chef. Vous avez eu l'occasion de faire plusieurs émissions ensemble sur ce thème. Et vous êtes également un sarcologue, car vous avez connu le jeune Nicolas, débutant à Neuilly et ailleurs. Alors, l'occasion de cette rencontre d'aujourd'hui nous est fournie par la parution d'un nouveau livre que vous avez écrit et qui s'intitule « Les Dames du Président » que je montre à la caméra. C'est un ouvrage qui est publié aux éditions du Rocher. Alors, les Dames du Président, pour ceux qui ne les auraient pas bien vues à la caméra, c'est Cécilia, bien entendu, ex-dame, mais peut-être toujours présente, on ne sait pas, Ramayad, Fadela Amara, Rachida Dati et le joker, Christine Lagarde. Naturellement, Carla Bruni est évoquée à la fin de l'ouvrage, mais... Et par un petit point d'interrogation sur la couverture. Oui, il y a un point d'interrogation, effectivement, que voici, on le remontre, le point d'interrogation. Alors, bon, ce livre, je dirais que vous vous êtes bien amusé à le faire, finalement, ça n'est pas un ouvrage qui s'est voulu méchant, vous avez une plume parfois très acerbe, celle-ci a été, disons, trempée dans le miel, même si, à la fin, je me disais, j'allais finir l'ouvrage sans trouver trace de votre habituelle vivacité, en tout cas de votre habituelle virulence, lorsque j'ai été enfin rassuré, car vous avez dit, après toutes ces couillonnades, ce qui prouve qu'on est vraiment dans, je dirais, le réalisme quand même à la fin. Alors, c'est quand même très intéressant, cette histoire de femme, parce que ça recoupe, bien entendu, au-delà de la personnalité de ces dames, un certain nombre de réalités que nous sommes en train de toucher du doigt, et notamment à l'occasion du comportement du président de la République. Mais j'aimerais tout d'abord vous interroger, puisque j'ai ouvert cette émission sur ce thème, sur les événements de Neuilly. Alors évidemment, on peut rire et se dire qu'après tout, la mairie de Neuilly, qu'elle échoue à M. Fromentin ou à M. Telet ou à n'importe qui, ça ne changera pas la face du monde, puisque Neuilly restera à droite et qu'il n'y a pas de doute à cet égard. Il n'empêche que c'est quand même un événement important parce que le président de la République subit un revers. Alors je ne pense pas qu'on puisse l'interpréter autrement. Qu'en pensez-vous? Il n'en sera pas de même que M. Fromentin, ou M. Telet, ou Mme Buton soient élus. Oui. Je crois qu'il est tout de même préférable pour la ville de Neuilly que Jean-Christophe Fromentin, qui est un chef d'entreprise sérieux, qui est un père de famille tout à fait estimable, et qui est un Neuilléen de longue date. Je crois qu'il habite depuis près de 25 ans à cette bonne ville. Alors, ce qui a choqué les Neuilléens, c'est qu'au fond, le président de la République française, l'ancien maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy, se soit tout à coup comporté comme le Kaiser Sarkoko. Et une pantalonnade, une pantomime, vous qui êtes spécialiste de théâtre, vous savez mieux que quiconque de quoi il s'agit, et en même temps, il y a quelque chose d'assez tragique. Et donc ça se rapproche, je crois que vous l'avez dit vous-même dans une bonne lettre, d'une tragédie de Racine, parce que le fils de la première épouse, Marie, participe à l'assassinat du protégé de la deuxième épouse, Cécilia.
lequel David Martinon était investi par le président de la République, un peu comme Giscard l'avait fait pour Michel Dornano à Paris autrefois, avec le succès que l'on sait. Et que le Nicolas Sarkozy de la grande époque, c'est-à-dire au moment où il était tout jeune débutant, militant RPR à Neuilly, ne se soit pas souvenu aujourd'hui qu'il avait déjà eu un échec terrible lorsqu'il avait soutenu Robert Hersan en 1978, qui avait été battu par Madame Florence Darcourt. Alors je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails de l'histoire de Neuilly, parce qu'effectivement, il y a plus grave dans le monde. Il y a des situations, on en parlera tout à l'heure, à l'international, qui sont beaucoup plus importantes. Mais cette circonscription Neuilly-Puteaux, elle a un double intérêt d'abord, parce que ce sont deux communes importantes de l'ouest parisien, communes riches pour Neuilly, communes autrefois industrieuses, entreprenantes et maintenant résidentielles Puteaux, parce que c'est la même circonscription législative. Et alors, je vais aller dans le sens de votre connaissance des noms de villes et de leurs habitants, puisque peu de Français savent qu'à Puteaux, ils sont des putéoliens et des putéoliennes. C'est des enfants de Puteaux et les fils de Garches, comme on dit. Et comme nous sommes sur le terrain de M. Sarkozy, à l'époque député, maire de Neuilly, mais député de la circonscription Neuilly-Puteaux, il faut souligner également que l'espèce de tragédie racinienne que nous avons à Neuilly est également vrai à Puteaux, où l'ancien maire Secaldireno avait laissé sa place à sa fille Joëlle Franceschi, qui sont maintenant fâchés à mort dans un esprit de corsitude approfondi, et un fils de Madame Secaldireno se présente avec elle. Donc il y a un moment où on déraisonne, parce qu'on croit que le fils, c'est le cas à Neuilly, Jean Sarkozy, peut arbitrer ou mettre du désordre. Moi je crois que ça traduit malheureusement assez profondément la débâcle, ou le début de déroute aujourd'hui pour l'UMP. Vous vous souvenez, Claude Reichmann, que j'étais particulièrement opposé à la création de ce parti unique du président. Moi j'étais pour qu'on continue à avoir les deux jambes de ce corps qui s'appelait la majorité présidentielle, avec une UDF forte et un RPR fort. Que tout ça doit être modernisé, c'était évident. Je pense que Jérôme Monod, Alain Juppé ont commis l'erreur de vouloir fabriquer quelque chose de maison, qui a d'ailleurs servi à quelqu'un d'autre. Et je crois que Nicolas Sarkozy commet l'erreur aujourd'hui de mettre en œuvre les mêmes gadgets, les mêmes arrogances, les mêmes vanités que le fit en son temps Valéry Giscard d'Estaing, ce qui l'a mené à l'échec. Et pour finir sur Neuilly-sur-Seine, où j'habite depuis longtemps, j'y ai fait mes études à Sainte-Croix-de-Neuilly, je crois que les Neuilliens vont aspirer à avoir quelqu'un d'un peu apaisé, calme et rassembleur comme Jean-Christophe Fromentin. Parce que ceux qui vont continuer à s'agiter comme M. Arnaud Telet ou qui s'agitaient comme Jean Sarkozy, n'ont pas bien compris ce que c'est que la sociologie de ce village bourgeois, traditionnel, d'une droite classique. Et un peu frondeur quand même. Mais tout le monde est frondeur. Voyez-vous, dans l'arrondissement voisin du vôtre, le 7e arrondissement de Paris, est-ce que vous croyez que les bourgeois du faubourg Saint-Germain vont se contenter des facéties de Madame Rachida Dati, qu'on voit un jour en Inde, un jour en Guyane, un soir au dîner du CRIF? Est-ce que Madame le garde des Sceaux, si elle veut être élue dans le 7e arrondissement, peut louvoyer comme ça, de marcher de la rue Claire en messe du dimanche? À un moment, les Français, qu'ils soient de Neuilly ou de tous les trifouillis des oies de la terre, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Alors, Neuilly étant maintenant une affaire non pas classée, parce qu'elle va encore se dérouler pendant quelques semaines, mais une affaire examinée. Elle est en tout cas une très très mauvaise affaire pour le président de la République, parce que la gifle qui vient d'être donnée n'a pas été donnée seulement à M. Martinon, ça serait d'ailleurs trop injuste, ni même à l'UMP de M. Devedjian, mais au président Sarkozy lui-même. C'est-à-dire les électeurs, et on est quand même en démocratie, se sont rappelés à son bon souvenir en lui disant « mais pas de salisette, nous on ne connaît pas M. Martinon, il vient de Hollande, présentez-le aux abbesses ou dans
quartier très bobo du 6e arrondissement, mais il n'est pas adapté au terreau de Neuilly. Donc c'est un échec pour Nicolas Sarkozy. Et je pense que cet échec, évidemment, s'inscrit dans sa baisse généralisée dans les sondages, et impressionnante, parce qu'on n'a jamais vu, à ma connaissance en tout cas, un président de la République plonger aussi rapidement, sauf peut-être Jacques Chirac en 95, mais pour des raisons différentes, car il avait, alors, au mois d'octobre de 1995, résigné en quelque sorte sa promesse de rompre, de vaincre la fracture sociale en faisant ce qu'il était bien obligé de faire, oui, c'est-à-dire de la rigueur. Oui, dans le passé, il y a eu des exemples, pour ne pas abuser de la patience de nos téléspectateurs. On va remonter simplement à Pompidou. À un moment, le président Pompidou était plutôt en dessous du Premier ministre Chaban-Delmas qui proposait la nouvelle société. À un moment, Mitterrand était mal en point dans le début des années 80. Vous venez de rappeler qu'à un autre moment, un peu plus tard, en 96 ou 17, au moment de la dissolution et tout ça, Jacques Chirac n'était pas au mieux de sa forme. Mais, voyez-vous, je crois que la descente aux enfers de la cote du président n'a jamais été aussi rapide. Oui. Au bout de 9 mois, Giscard d'Estaing avait mis 3 ans avant de prendre une première claque aux élections municipales de 77. Là, Nicolas Sarkozy, le bébé qui vient de nous naître au bout de 9 mois, est une catastrophe nationale et internationale. C'est une chute de popularité, mais c'est surtout un désaveu. C'est une impopularité nouvelle, surtout de la part de gens qui avaient voté pour lui. Moi, vous savez bien, j'ai voté aux 2 tours pour François Bayrou, donc je ne suis pas suspect d'être un ami de Nicolas Sarkozy, tout simplement parce que je le connais depuis 35 ans. Ce qui est pour un gaulliste historique comme vous est méritoire. Non, c'était d'autant plus méritoire que Bayrou n'était pas de chez nous, comme on dit, mais en même temps, je le trouvais rassembleur. Bon. Ah, il est quand même un peu de chez vous, puisque vous êtes dans le sud-ouest. Il est du sud-ouest, vous avez des racines comme du la sud-ouest, famille de ma mère. Mais néanmoins, si je n'avais pas voté Sarkozy, c'est que je pressentais que quelque chose dans les actions politiques de cet homme n'allait pas dans le sens de l'intérêt général de notre pays. Dans un monde difficile, dans le cadre d'une mondialisation, avec des guerres sous-régionales partout, et surtout avec une Europe dont on parlera tout à l'heure, qui ne nous fait pas que du bien, sans compter les pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou autres. Alors, le manque d'expérience diplomatique du président de la République, les fausses promesses, les mauvais choix économiques du début de son quinquennat ont fait que là, très récemment, nous allons parler de la séquence dramatique qui l'amène tout à coup à perdre des dizaines de points dans les sondages d'opinion chaque semaine. Mais je voudrais d'abord relever un premier point qui me paraît être le début de sa décapitotale. Cet homme est élu le 6 mai par 53% des Françaises et des Français, comme je le rappelle plusieurs fois dans ce livre, Les Dames du Président. Lui qui semble si attaché à la mémoire collective, notamment des enfants vis-à-vis de la Shoah, vis-à-vis de la déportation, et à juste titre, il faut que tout le monde se souvienne des heures noires, des heures tristes qu'a pu connaître la République française, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais s'il y avait bien un moment où le nouveau président de la République française aurait dû être place de l'Étoile, devant la flamme du soldat inconnu, auprès du président de la République sortant, Jacques Chirac, auprès du maire de Paris, Bertrand Delanoë, comme d'ailleurs 12 ans avant Jacques Chirac l'avait été auprès du président Mitterrand et à côté du Premier ministre battu à la présidentielle, Édouard Balladur. C'est le 8 mai. C'est la fête de la victoire contre l'Allemagne nazie, contre la barbarie nazie. Et où est-il ce jour-là, monsieur Nicolas Sarkozy? Où est-ce qu'il est, le Kaiser Sarkoko? Sur un yacht. Et l'impératrice Cécile. Sur un yacht où vers Naples, il s'est rendu grâce au jet de monsieur le censeur Bolloré et sur le yacht de monsieur le même censeur milliardaire Bolloré. Donc, quand on a ce manque de sens de la symbolique et de la mémoire historique, après on peut raconter des histoires sur tout ce qu'on veut, la laïcité, la religiosité, le bon Dieu et les hommes. Mais quand en même temps on fait les vacances à Bourges-Borough, je crois que le chapitre que je consacre à juste titre à Cécilia, ex-Sarkozy, est important, parce que c'est quand même la compagne, l'épouse qui pendant 20 ans l'a accompagné vers les marches du palais. Mais j'essaie de comprendre comment tout ça se délite et comment actuellement le président Sarkozy est tombé, si je puis dire, aussi bas, puisqu'il est environ à 39, 40.
Et je n'imaginais pas que Neuilly serait encore un chapitre en I de la série effroyable qu'il vient de connaître. Kadhafi, Attali, Balkany, Idriss Déby, j'espérais que Bruni, Carla Bruni, soit l'image finale du bonheur et bientôt de la naissance du roi de Rome. Je sais que je ne suis pas un adepte de l'abbé de Cour, M. Christophe Barbier, qui dirige l'Express et qui a fait cette interview un peu frelatée, je trouve. Parce que y a ça aussi, nos compatriotes en ont marre de ce feuilleton à l'eau de rose, si on peut dire, enfin d'une rose un peu fanée. Et puisqu'il paraît qu'aujourd'hui c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin, moi je souhaite beaucoup de bonheur à M. Nicolas Sarkozy et à sa nouvelle épouse, mais de grâce que les Barbier et autres nous lâchent un peu et nous parlent d'autre chose que les problèmes matrimoniaux de la famille Sarkozy. Alors, enfin, sur ce sujet de la chute dans les sondages, Claude Reichmann, moi je voudrais, en conclusion, prédire que, malheureusement, s'il n'y a pas un nettoyage de printemps très efficace, tout de suite après les municipales qui s'annoncent très mal pour la majorité présidentielle du président Sarkozy, alors on va à la catastrophe. Alors, j'aimerais, pour ceux de nos téléspectateurs qui n'auraient pas exactement compris pourquoi notre invité Jean-François Probst qualifie M. Bolloré de censeur, et pour que vous sachiez tout, c'est que sur la chaîne que possède M. Bolloré, qui s'appelle Direct 8, chaîne du câble et peut-être même de la TNT, Jean-François Probst, qui était invité pour une émission consacrée notamment à son livre, dont je rappelle le titre, Les Dames du Président, aux éditions du Rocher, a été décommandé à la dernière minute, sans doute, pardon, pour ne pas déplaire à l'ami de M. Bolloré, qui est M. Sarkozy. Alors, c'est évidemment un cas de censure, mais il y en a de très nombreux dans la France actuelle. Et pour reparler un petit instant de Direct 8, un petit souvenir personnel qui est de téléspectateurs occasionnels. J'ai vu avant-hier soir, je crois, sur Direct 8, une émission dirigée par Mme Trierweiler, qui, à ma connaissance, est la compagne de M. Hollande, et dont l'invité était M. Raffarin. Alors, figurez-vous que j'ai entendu deux journalistes éminents, M. Barbier, dont vous parlez, et M. Bruno Jeudi du Figaro, se répandre en compliments sur M. Raffarin. Quand on pense que M. Raffarin a été l'emblème de l'immobilisme, il a été qualifié assez justement et à l'avance par Nicolas Bavret de Jean-Pierre Ferrarien. Il a parfaitement justifié le pronostic. Et donc ces deux éminents journalistes, ainsi que Mme Trierweiler, manifestement séduite, et M. Raffarin présent, ont considéré qu'il était désormais le mieux placé pour devenir le Premier ministre de M. Sarkozy. Comme je suis un peu somnolent en général à l'heure où ces émissions se déroulent, j'ai dû demander à mon épouse le lendemain matin, qui était avec moi, si elle avait bien vu la même chose que moi. Oui, elle me l'a confirmé. Donc nous avons enfin de l'espoir, mon cher Jean-François, et je pense que vous allez pouvoir être rassuré. Nous avons au moins en portefeuille un futur Premier ministre qui va ramener les choses. Ceci prête à rire, parce que j'ai un reproche que vous connaissez, que j'ai explicité publiquement à plusieurs reprises, c'est que le président Chirac, réélu en 2002, n'ait pas formé un gouvernement de large union nationale, tenant compte des 82,5% des voix qu'il avait fait face à Jean-Marie Le Pen. Mais au-delà de cette erreur politique majeure, il en a commis une autre, probablement sur les conseils de Dominique de Villepin pour garder la place au chaud, ça a été de nommer Jean-Pierre Raffarin comme Premier ministre, qui a d'autres qualités par ailleurs, mais pas celle de pouvoir diriger le gouvernement, la majorité, et emmener le pays vers des victoires. D'ailleurs, la sanction est venue assez vite, notamment en 2004, où la bérésina électorale a été totale. Alors le pauvre Jean-Pierre Raffarin, si je puis dire, que je connais assez bien, je ne lui prédis pas plus de succès pour la présidence du Sénat. Alors encore moins pour Matignon, parce que si la solution, si la rustine à la chambre à air percée était éventuellement de faire monter Raffarin en ligne, parce que ça n'est pas du tout le problème. Actuellement, le Premier ministre François Fillon a de bons sondages, parce que lui, en professionnel de la politique, en homme honnête, la tête dans le guidon, il travaille au lieu de faire du médiatique, du people et du bling-bling. Non, ce que je crois, c'est que, quand je vous parle d'un nettoyage de printemps obligatoire, d'abord il va falloir, à mon avis, un remaniement ministériel majeur pour dégager de la piste tous ceux qui ne sont pas compétents.
Je prends le cas par exemple de monsieur le ministre de la Défense, qui est ce jeune et sémillant centriste qui a, avec armes et bagages, trahi Bayrou et a été à la soupe. Monsieur Morin, me semble-t-il, est beaucoup plus spécialiste des courses de chevaux et des champs de course que de la défense nationale. Monsieur Laporte, qui est à lui tout seul une erreur de casting fâcheuse, non pas seulement parce qu'il s'occupait de casinos et de je ne sais quelles affaires, mais parce que dans son activité personnelle l'année dernière, à la tête de l'équipe de France, et avec la Passet à la tête de la Coupe du Monde de rugby organisée en France, ils ont été, aussi bien Bernard Lapasset que Bernard Laporte, lamentables. Donc, ça dispute avec les sottigeants, la commission Attali. Est-ce que monsieur le président de la République avait vraiment besoin d'aller chercher le gourou de l'époque Mitterrand nationalisateur pour mettre à feu et à sang toutes les corporations? Alors, je m'excuse de vous interrompre, mais dans votre livre, on apprend quelque chose que seul un homme aussi bien informé que vous, et neuilléen de surcroît, pouvait savoir, c'est-à-dire que M. Attali a bénéficié, dites-vous, grâce à M. Sarkozy, maire de Neuilly, de la permission d'ajouter 2 étages à sa petite maison, ou à sa maison, ce qui en fait un coquet hôtel particulier. Ça remonte sans doute à pas mal d'années. Ça remonte au début des années 80, lorsque Nicolas Sarkozy a chippé la mairie au nez à la barbe de Charles Pasqua à la mort d'Achille Peretti. Il était un peu tricard, comme diraient les jeunes maintenant, et il cherchait des protecteurs. Donc il en trouvait un peu du côté de Chirac et Balladur, mais il en cherchait aussi du côté de Mitterrand, de François Mitterrand. Et donc il a non seulement rendu le service que j'ai rappelé, à savoir donner une possibilité à M. Attali d'avoir 2 étages de plus à sa petite maisonnette, et je pense que c'était à ce moment-là que Jacques Attali lui a obtenu un rendez-vous avec le président de la République. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que à l'issue de cet entretien, quelqu'un demandait au président Mitterrand, qui était orfèvre en bien des matières, alors, président, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Nicolas Sarkozy? Et avec son style inimitable, clignant des yeux et se frottant les mains, François Mitterrand a dit: Nicolas Sarkozy, un garçon doué pour trahir, mais ça ne suffit pas. Venant d'orfèvre aussi important que Mitterrand et Chirac, l'analyse des trahisons successives ou des mensonges successifs de Nicolas Sarkozy est amusante. Ceci étant, aujourd'hui, parce que nous sommes dans une situation économique désastreuse, et on est montré du doigt par la plupart de nos partenaires européens, les Français souffrent chaque jour dans leur vie quotidienne, la hausse des prix, la baisse du pouvoir d'achat, les scandales, on ne va pas rappeler la Société Générale, enfin, chaque jour, de toute façon, il y a, comme je rappelle dans Les Dames du Président, une série de cagades ou de couillonnades. Alors, les Français sont patients, mais je crois qu'à certains moments, ils peuvent, comme vous le savez bien vous-même, Claude Reichmann, se propager dans la rue et chercher une révolution orange, bleue, verte. Mais enfin, il va se passer quelque chose, parce que ça n'est pas possible qu'on voit autant de bourdes, autant d'erreurs gouvernementales, et puisqu'ils veulent noter les ministres du gouvernement, moi je leur suggérerais de regarder par exemple le parcours d'une dame dont je parle précisément dans Les Dames du Président, Rachida Dati. On ne peut pas engendrer, comme elle l'a fait, avec autant de brutalité et de colère, si je puis dire, une réforme de la carte judiciaire. C'est rare également de voir un ministre dont 8 collaborateurs s'en vont, dont le directeur de cabinet, parce que ils ont marre d'être traités grossièrement et de façon inappropriée. J'explique d'ailleurs dans Les Dames du Président comment cette Rachida Dati ressemble à une sorte de Sarkozy en jupon il y a 20 ans. La même ténacité, la même envie de pouvoir, le même appétit gargantuesque de pouvoir. Alors, effectivement, la situation politique actuelle risque de vous conduire assez rapidement à faire une édition supplémentaire des Dames du Président, parce que il est vraisemblable, sauf si celles-ci, celles dont vous parlez, sont préservées, car leur statut un peu particulier de ministre d'ouverture et d'issue de l'immigration pour la plupart d'entre elles leur
permet de bénéficier d'une certaine protection vis-à-vis de l'opinion, mais compte tenu du maelstrom politique dans lequel nous sommes maintenant engagés, je ne suis pas certain que ça suffise, il va falloir autre chose. Mais quoi qu'il en soit, ces portraits que vous avez dressés sont quand même très intéressants au-delà de la situation politique, parce qu'ils démontrent que des parcours sont possibles. Et je dirais que c'est probablement le meilleur enseignement du livre, à savoir que, en étudiant la façon dont ces femmes ont fait leur carrière, sans carriérisme d'ailleurs, pour certaines, Fadela Amara n'a pas fait de carriérisme que je sache, pas plus d'ailleurs que le joker du président, Madame Lagarde, qui, bon, certes a de l'ambition, mais qui a quand même fait sa carrière plutôt que de faire du carriérisme. On se dit qu'au fond, on est peut-être dans un grand changement qui est celui de la promotion véritable, cette fois-ci, de la femme, et sans cette imbécilité qui est la parité, parce que c'est totalement imbécile. Pourquoi elle ne serait pas majoritaire, d'ailleurs? Donc, si bien que je me demande, au fond, si nous ne sommes pas à la veille d'une deuxième révolution. On en parlera un peu plus dans la deuxième partie, puisque nous arrivons au terme de la première, mais j'aimerais de deux mots, si vous le voulez bien, que vous nous disiez si vous considérez que l'avenir va être ouvert encore à un nombre important de femmes, ou bien si vous pensez que ça a été une mode passagère. Non, ça n'est ni une mode passagère, ni même une mode tout court, parce que c'est fondé sur la compétence. Et ce que je voulais montrer dans ce livre, Les Dames du Président, sur l'influence. Parce que dans l'histoire de France, il y a eu des femmes influentes. Jeanne Hachette, Joséphine, Catherine Marie de Médicis, Marie-France Garot, Odile Cresson. Enfin. Mais ce qui m'intéressait chez ces dames, et on va en parler tout à l'heure, c'est qu'elles se projetaient en politique. Et elles sont candidates à Colombes, à Clermont-Ferrand, dans le 12e arrondissement de Paris, et dans le 7e arrondissement de Paris pour Rachida Dati, ce qui est moins engageant. Ce que j'ai voulu montrer, c'est cette espèce de capacité à l'utilisation des compétences, et là pour Sarkozy c'était plutôt une bonne pioche, et à la capacité de ces femmes-là d'avoir une forte influence. Et ça n'est pas une mode, puisque dans le monde entier, au Chili, en Argentine, au Libéria, en Allemagne, actuellement, on a des femmes qui vont peu ou prou essayer de ressembler à l'excellente Madame Thatcher qui avait sauvé la Grande-Bretagne de la crise. Et dont on a vu sur Arte, je crois que c'était sur Arte ou sur la 5, je ne me souviens plus, une très intéressante biographie filmée qui démontre que c'est de loin qu'elle était venue avec ses principes, avec ses idées sur lesquelles elle n'a jamais reculé. Exact. Et c'est ce qui lui a permis, le moment venu, de sauver l'Angleterre, on peut le dire. Elle avait un cap. Exactement. Madame, mademoiselle, monsieur, nous allons marquer une brève pause pour vous permettre de vous rafraîchir, par exemple, ou de vous réchauffer s'il fait froid chez vous, et nous reprenons le cours de notre émission dans quelques instants. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Jean-François Probst. Jean-François Probst qui est politologue, écrivain, et qui vient de publier aux éditions du Rocher Les Dames du Président, un ouvrage qui met en scène 4 dames, et même 5 ou 6, puisqu'il s'agit de Cécilia Sarkozy, l'ex-impératrice Cécile, comme vous l'appelez, qui fait le pendant avec le Kaiser Sarkoko, comme vous l'appelez également, Madame Rachida Dati, Madame Ramayad, Madame Fadela Amara et Madame Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances, dont vous faites le joker éventuel du président de la République. À supposer qu'elles ne disparaissent pas dans le prochain remaniement que vous nous annoncez comme la plupart des observateurs. Mais la vraie question, Claude Reichmann, avant le remaniement, ce sont les résultats des élections municipales, parce qu'il peut y avoir une vraie déroute. Je me méfie toujours des sondages et des prévisions qui, bien souvent, se trompent. Mais enfin, la plupart des informations qui nous remontent, aussi bien de Strasbourg, de Toulouse, de Marseille, Bordeaux, je crois également, et Bordeaux, tout ça n'est pas très bon. Paris, malheureusement, vu la cacophonie des droites, je prédis que si les différentes listes du 15e continuent comme ça, Madame Hidalgo va remporter le 15e. Je prédis que dans le premier arrondissement, si on continue avec aussi peu d'intelligence, Madame Seïda Dagoma du PS va remporter le premier arrondissement. J'ai bien peur que mon ami Jean Tibéry dans le 5e soit en train de faire le combat de trop.
ce qui serait la porte ouverte à l'arrivée à l'Amérique du 5e de Mme Cohen-Solal. Et, pour en venir à mon joker, des 4 dames trèfle, carreau, cœur, pique, j'ai pris ce joker Mme Lagarde parce que, d'abord, elle se présente dans le 12e, on va en parler, mais j'étais intrigué par une dame, forcément de caractère, qui avait l'air d'être une sportive de haut niveau en plus, mais revenir de Chicago, où elle laisse un des plus gros salaires américains, et un job, puisqu'elle était présidente de l'International Committee, du plus gros cabinet d'avocats du monde, c'est intriguant. Je me suis dit, quand même, bon, alors elle a apporté sa compétence dans les sommets internationaux, elle est une des rares ministres à parler aussi bien l'américain que le français, mais j'étais intéressé par sa vie, sa carrière, et surtout son devenir. Alors, Fillon n'est pas en danger, à mon avis, puisque quand même c'est lui qui a des bons sondages. Et Sarkozy, le président de la République, va devoir s'appuyer sur des compétences. Donc je trouve que si Mme Lagarde gagne dans le 12e arrondissement contre Mme Blumenthal, parce que je fais plus confiance en Mme Lagarde qu'en M. Cavada. Parce que Cavada, c'est pas un animal de campagne. C'est un homme qui louvoie. Bon, alors est-ce qu'il va apporter quelques voix centristes parce qu'il a trahi Bayrou? Je ne sais pas. Ce qui m'intéressait, moi, dans les dames du président, c'était de voir comment ces bonnes femmes, au bon sens du terme, n'y voyaient aucune ironie sexiste. Des bonnes femmes. Des femmes bonnes, et Mme Lagarde, j'avais le sentiment qu'elle aurait dû aller au Havre comme numéro 2 de M. Rufenac, l'actuel maire du Havre, mais puisqu'elle ne l'a pas fait, bon, il faut espérer pour elle qu'elle gagne dans le 12e. Parce que si elle ne gagne pas dans le 12e arrondissement, il y a une petite probabilité que sa carrière s'obscurcisse légèrement. Oui, parce que finalement, le résultat des élections municipales risque quand même, d'une manière ou d'une autre, d'influer sur les postes ministériels. On dit toujours que ce sont des élections locales, mais il y a toujours un retentissement national. Ce sont bien sûr des élections locales, mais souvenez-vous qu'en 1977, quand la majorité giscardo-bariste et chiracienne a perdu plus de 50 villes de plus de 30 000 habitants, il y a quand même eu le soir des analyses faites par des gens qui comprenaient bien que c'était le début de la fin pour Giscard, même si la victoire de Jacques Chirac à Paris occultait les autres défaites. Bien sûr. Alors, ce qu'on pourrait peut-être essayer d'examiner maintenant, ce sont les circonstances, j'allais dire européennes, et économiques au sens général du terme. Vous les avez abordées un peu tout à l'heure, mais c'était le moment. Je les ai abordées aussi dans mon livre des Dames du Président, parce qu'il se fait que je disais que Mme Lagarde venait de Chicago, mais enfin, les 3 ministres des minorités visibles viennent du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, et notamment dans le chapitre que je crois assez intéressant que j'ai fait sur Mme Ramatoulaye Ayad, je parle assez copieusement de ce que je connais de l'Afrique, et comme vous le savez, cher Claude Reichmann, j'ai beaucoup d'attachement à ce que nous pouvons faire avec l'Afrique. Et il faudra bien sûr que ce soit totalement différent de ce que M. Sarkozy a dit en lisant le discours de M. Guénaud, le désormais malheureusement célèbre discours de Dakar. Avant d'arriver à l'Afrique, quelques mots sur l'Europe. Nous venons en France d'approuver donc le mini-traité, dont soit dit en passant, l'idée ne revient pas à M. Sarkozy et à M. de Villepin, car c'est lui qui, si j'en juge par ce qu'écrit M. Bruno Le Maire, qui un livre d'ailleurs très intéressant. Très intéressant. Fort bien écrit. Le livre de Bruno Le Maire est à conseiller parce que on voit bien quelle a été la partie à 3, si je puis dire, Chirac, Villepin, Sarkozy, mais sur l'affaire européenne, effectivement, je crois que le bénéfice de la simplification d'un traité qui était imbitable, le traité Giscard a été rejeté d'ailleurs par le peuple français, et on aurait dû repasser devant le peuple, mais enfin on ne va pas le redire, ça y est, c'est ratifié. Le président Sarkozy et la France ont la tête les premiers à montrer qu'ils ratifiaient ce que vous appelez le mini-traité, le traité simplifié. Traité simplifié. Même simplifié, il est assez incompréhensible par le commun des mortels. Puis il y a des espèces de symboliques que je comprends mal, parce que moi je suis plutôt favorable à la construction européenne depuis belle lurette, qu'on abandonne l'hymne, qu'on abandonne le drapeau. Je crois que l'Europe est dans une très mauvaise phase, parce que vous l'avez vous-même souvent écrit et dit, Claude Reichmann, on a été beaucoup trop vite dans l'élargissement et insuffisamment dans l'approfondissement. Nous, notre génération, on a connu bien sûr l'Europe des 6, et puis des 9, puis des 12, puis des 15. Là, on est 27, c'est une certaine cacophonie,
ne serait-ce que par rapport à l'éventuelle entrée de la Turquie dans l'Europe, ne serait-ce que par rapport aux fameuses racines judéo-chrétiennes dont tout à coup M. Sarkozy parle de mosquées en église et d'église en dîner du CRIF. Je me demande s'il ne faut pas qu'il arrête de regarder les SMS quand il s'adresse au pape ou au roi d'Arabie. Parce que, bon, revenons sérieusement. Alors, précisément, je voudrais vous demander si, compte tenu de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire qu'on a quand même d'une manière ou d'une autre sorti l'Europe, non pas de l'ornière, elle y est toujours dans l'ornière, en tout cas de sa non-gouvernance, encore qu'en matière européenne c'est très relatif, parce que l'Europe, les traités ne sont jamais nouveaux, on reprend toujours les traités, d'où leur caractère illisible, parce que ce sont toujours des renvois à tel ou tel texte. De même, l'Europe fonctionne actuellement sur la base du traité de Nice, et avant, dans quelques mois, elle refonctionnera sur les nouvelles bases, mais au fond, elle fonctionne au moins aussi mal qu'elle pourra fonctionner après. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que les conséquences européennes sont en train de se faire sentir en France, et vous savez que Charles Pasqua avait lui-même dit dans son ouvrage, pour lequel il était d'ailleurs venu à Reichmann TV et faire une émission qui a été fort intéressante, il explique dans cet ouvrage que finalement il y a deux choses que les politiciens français n'ont pas vu venir et n'ont pas comprises, c'est la chute du communisme et la construction européenne. Et il a raison, j'ai été effaré quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est pas possible, vraiment on en est là, mais oui on en est là, car les problèmes français actuels, la France est le seul État européen, un petit peu avec l'Italie qui a un peu de mal à sortir de ses mauvaises habitudes, mais sinon la France est le seul pays de l'Union européenne et de la zone euro qui ne s'en sortent pas, c'est-à-dire elle a toujours des déficits épouvantables, et les raisons sont fort simples, c'est qu'on a accepté les dispositifs européens, on a accepté la libre concurrence, et on n'a pas libéré l'économie française de toutes ces charges sociales, d'une fiscalité abusive, d'une réglementation folle. Et la cause du mal français est là. Donc, est-ce qu'on peut être à la fois européen et non européen? Je vous avoue qu'à ce stade-là, je me demande s'il ne s'agit pas de schizophrénie. Mais c'est de la schizophrénie, parce que le mal est ancien, il date des années Giscard. On aurait dû, à cette époque, être beaucoup plus attentif à ce que vous venez de dire, notamment desserrer les taux qui opéraient un carcan sur l'économie et sur le fonctionnement de la France. On a fait trop de démagogie. Le Quai d'Orsay a été spécialiste d'un bâti d'une espèce de fuite en avant, que De Gaulle et Pompidou autrefois avaient refusé. Bon, Pompidou a commencé avec Maurice Schumann et l'entrée de la Grande-Bretagne dans ce qu'on appelait le marché commun. Et déjà, il y avait quand même un référendum. Bon, par la suite, beaucoup de décisions européennes ont été prises comme ça, par des génies. Alors, il y avait le tandem Giscard-Schmitt, ensuite il y avait le tandem Mitterrand-Kohl. Jacques Chirac n'était jamais avare d'un progrès qui l'éloignait quand même beaucoup de l'appel de Cochin. C'est toujours d'ailleurs assez amusant de rechercher des phrases de gens qui ont soutenu l'appel de Cochin. Et je peux vous dire que, par exemple, M. Charles Pasqua ou M. Nicolas Sarkozy, à l'époque, trouvaient absolument remarquable, comme Mme Marie-France Garot, bien sûr, ce que Jacques Chirac avait déclaré depuis sa chambre de souffrance. Alors, on est 30 ans, avait d'autant moins de raison de trouver il l'avait écrit qu'elle l'avait écrit. Bon, alors on est 30 ans plus tard. Et vous avez raison, malheureusement, de dire que beaucoup de nos voisins allemands, espagnols, même italiens, et à plus ample raison britanniques, vont mieux que nous. Nous, on a des déficits et des dettes. On est encore montré du doigt avant-hier par nos partenaires. Et il faut d'ailleurs toute l'ardeur et la sagacité de cette dame Lagarde pour se dépatouiller de ce qui risque d'être encore une fessée donnée à l'arrogante France. J'observe d'ailleurs que depuis le 1er janvier, la Slovénie, capitale Ljubljana, a pris les commandes de l'Europe, et pas un grand journal français, ni Le Monde, ni les Échos de M. Arnaud, ni le Figaro de M. Dassault ne nous ont expliqué qu'est-ce que c'était que la Slovénie, qu'est-ce que c'était Ljubljana. Je ne sais même pas si quelqu'un de la présidence de la République s'est déjà rendu, à commencer par le chef de l'État lui-même, à Ljubljana. Mais on est déjà, la main sur le cœur et l'arrogance en panache, en train de dire que quand la France, à partir du 1er juillet, va avoir la présidence de l'Europe, on va voir ce qu'on va voir. Ça va tout de même être assez difficile, pendant la présidence française, de donner des leçons à d'autres si nous-mêmes on ne met pas de l'ordre
dans l'économie française. Or, on voit bien que parce que la France en ce moment est mal gouvernée, et qu'elle l'était auparavant anormalement en déliquescence, si je puis dire, depuis Giscard, sous Mitterrand, sous Chirac, je mets tout le monde dans le même sac, eh bien, on a des habitudes dont plus personne ne veut sortir, ni les fonctionnaires, ni les corporations, ni les jeunes gens qui ne vont pas facilement vers le travail. Alors, quand ils se trouvent face à un chef de l'État qui leur a dit pendant toute la campagne « travailler plus pour gagner plus », oui, travailler plus, faudra-t-il qu'il y ait du travail. Deuxièmement, quand il y a des jobs, et il y en a dans le bâtiment de travaux publics et dans l'hôtellerie, personne ne veut les prendre. Et gagner plus, quand on voit que vous qui êtes des métiers médicaux, comment toutes ces infirmières ne sont pas payées, et même les agents de police, leurs heures supplémentaires n'ont pas été payées depuis belle lurette. Alors moi je crois qu'il faut remettre simplement de l'ordre. Alors on ne va pas trouver un Poincaré, un Clémenceau ou un De Gaulle demain sous la botte du cheval. Le président Sarkozy est élu. C'est vrai que dans les dames du président, je l'appelle le Kaiser Sarkozy et son impératrice Cécile. J'espère que Nicolas et Carla vont cesser la vie privée étalée dans les magazines People, et j'espère que l'équipe ministérielle derrière le président de la République vont se mettre au vrai travail avec les parlementaires, parce que je crois que ce qui marche le moins bien en France actuellement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Oh, ils viennent un peu, ils siègent un peu, ils batifolent un peu, mais enfin, on sent que le Parlement n'est pas opérationnel. Regardez dans l'affaire de la Société Générale, ou regardez dans l'affaire de l'Arche de Zoé, dans l'affaire tchadienne. Est-ce que vous entendez les parlementaires prendre vraiment leurs responsabilités? Moi, je crois que nous qui avons vécu dans notre jeune âge le retour du général de Gaulle en 1958 et la fin de la 4e République, on en est à peu près, sur le plan des institutions, à ce stade où il ne s'agit pas de remanier les textes, il s'agit de remettre la charrette sur la route. Alors, sur le plan économique, et vous en êtes un ardent défenseur depuis longtemps, il faut revenir aux vraies libertés. Mais ce pays est dans un tel carcan que l'Espagne va mieux que nous, que l'Allemagne, depuis quelque temps, va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Et nous avons ici en plus en France de plus en plus d'élus locaux, et ça va être l'occasion de le leur dire bientôt, qui n'en peuvent mais, parce que tout est bloqué. D'ailleurs, quelle que soit la démarche que vous fassiez en France actuellement en tant que simple citoyen, que ce soit une démarche avec l'administration, ou l'administration fiscale, ou que ce soit l'exercice d'une simple liberté. Vous rappeliez tout à l'heure que mon livre, qui n'est pas particulièrement méchant, Les Dames du Président, j'ai été censuré par M. Bolloré, par M. Philippe Labro, qui est un journaliste chevronné. Nous avons été décommandés, déprogrammés 2 heures avant. Mais même un chef d'État africain le plus dictatorial comme Sassou, Bongo ou Paul Biya n'oserait pas faire ça. Alors effectivement, on aborde là un thème qui, je crois, est fondamental. Ce qui est amusant, si l'on peut dire, c'est que le terme « la société bloquée » n'est pas d'hier. C'est un livre qui a été publié il y a plus de 30 ans, avec, je crois, beaucoup d'esprit d'observation, parce qu'en effet, aujourd'hui, nous vivons en France le terme de la société bloquée. Quand on ne peut plus toucher à rien, ça veut dire qu'il va se passer forcément quelque chose, parce que c'est le contraire de la vie. La vie, ça exige que l'on puisse faire des choix, des moments parfois difficiles d'ailleurs, et là on ne peut pas, et je pense que c'est la structure politique française qui est responsable de ça. Mais plus grave, et là on peut le vérifier notamment sur le plan hospitalier, vous savez, l'hôpital, la médecine en général, c'est toujours la pointe avancée de la société. Un bon baromètre. C'est un bon baromètre. Oui, tout à fait. Nous savons, j'ai ici accueilli très souvent des professeurs de médecine, des mandarins comme on dit, qui ont tous constaté qu'au fil des années, c'est l'administration qui devenait de plus en plus puissante, de plus en plus lourde, et c'est exactement ce qui se passe en France. C'est-à-dire que vous ne pouvez toucher à rien, tout simplement parce que à chaque fois qu'un problème se pose, vous créez une structure, une haute autorité, un comité Théodule, et que ça ne fait qu'ajouter à l'échelon administratif. Donc c'est ça qu'il va falloir rompre, et je ne vois pas M. Sarkozy, qui pourtant l'avait dit, pourtant il avait, semble-t-il, bien expliqué cela à ses électeurs, je ne le vois pas rompre avec ce système qui consisterait tout simplement à désadministrer la France.
Qui voyez-vous actuellement Moi, je crois capable de le faire? qu'aujourd'hui, tout est encore possible. On risque d'avoir une grave crise, on risque même d'avoir des émeutes, il va y avoir une déroute pour les municipales, mais je veux dire, sur le moyen terme, si on a un tout petit peu de volonté, un tout petit peu de... Vous avez parlé d'un cap tout à l'heure, on peut y arriver. Mais je ne veux pas être nostalgique, encore que si Oran disait qu'un monde sans nostalgie, ce serait comme si les rossignols se mettaient à rôter. Mais quand De Gaulle est revenu en 1958, je crois que le moral des Français était aussi bas à cause de la guerre d'Algérie, la décolonisation, les difficultés. Quand il y a eu les événements, alors que je n'ai pas vécu, mais que mon grand-père m'a souvent raconté, des années 30, 6 février 34, etc., on était à peu près dans les mêmes difficultés, avec la montée des périls, et Mussolini en Italie, et Hitler en Allemagne, et Staline en Union soviétique. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est un homme qui va faire ça tout seul? On n'est plus une nation comme autrefois, ramassée sur elle-même. On est dans un monde où toutes les concurrences sont possibles, souhaitables, et en tout cas, même si on ne les souhaite pas, c'est comme ça. Moi, je vois le terrain africain que je connais bien, c'est fini, et on n'a pas attendu Madame Ramatoulaye Yad ou Monsieur Bockel pour savoir que la France-Afrique, c'est plus comme avant. Il est évident que l'Afrique, il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Brésiliens, il y a des Italiens, il y a des Allemands. Si on veut y faire du commerce, et si on veut faire de la coopération, et si on veut s'entraider, parce que c'est également un devoir moral pour nous, il faut travailler différemment. Mais pour ça, il faut avoir à la tête de l'État quelqu'un qui prenne le temps de réfléchir, d'agir. Mais pas dans tous les domaines et de façon désordonnée. Moi, je conseillerais par exemple au Kaiser Sarkozy, président de la République française, d'arrêter de courir. Le jogging, c'est pas une fin en soi. Et pour gouverner, pour travailler, pour diriger, il vaut mieux marcher lentement. Et puis, il faut utiliser une équipe de gens responsables. La manière qu'ont pris certains conseillers, comme M. Guéant, M. Guénaud, Mme Pégard ou d'autres, qui ne sont pas des élus, de se mettre à parler à la télévision, à la radio, aux journaux, devient insupportable pour les élus et pour les ministres. Parce que eux sont responsables devant le peuple, ou eux ont été nommés par le président de la République. Les conseillers sont des conseillers. Alors, si c'est exprimé une fois ou deux, moi je ne suis pas bégueule et puis je ne suis pas un enfant de cœur. J'ai moi-même été suffisamment conseiller dans le passé, et j'aime m'exprimer, donc il m'est arrivé de le faire. Mais enfin, quand on voit que le secrétaire général de l'Élysée fait super ambassadeur en Angola, fait émission à LCI où il annonce des mesures fiscales, sociales, avant même les ministres ou avant le Premier ministre, moi je serais à la place de François Fillon, parce que je suis peut-être plus sanguin que lui, j'aurais déjà démissionné en disant, au revoir monsieur dame, comme Chirac d'ailleurs l'avait fait à une certaine époque, lorsqu'il sentait qu'il était trop court-circuité par des messieurs giscardiens comme Jean-Pierre Fourcade, Michel Poniatowski, qui évidemment adorent contourner Matignon pour aller directement chez le chef de l'État. Mais le devoir du chef de l'État, c'est de laisser au Premier ministre la totale application de l'article 20, c'est-à-dire que le Premier ministre dirige et conduit la politique de la nation. Alors précisément, nous en sommes au stade où je crois que nous avons balayé l'actualité, et même plus que l'actualité assez largement, mais nous en sommes au stade où il va falloir, je pense, en France, que des gens ayant des idées s'expriment et qu'on les laisse s'exprimer. Or, nous sommes dans une phase de censure, vous l'avez rappelé tout à l'heure, censure idiote dans votre cas, parce que bon, un livre qui n'est pas d'une méchanceté... Je suis presque à remercier M. Bolloré de m'avoir fait mieux connaître. Peut-être voulait-il faire connaître sa télévision. Peut-être à cela. En tout cas, il est certain que c'est le réflexe quasiment naturel que les journalistes ont actuellement. Alors, par peur, et je lisais l'autre jour sur un des très nombreux sites internet qui sont en train de supplanter les journaux écrits, qui ne remplaceront pas complètement, bien sûr, mais qui leur font actuellement une concurrence redoutable, que finalement, le problème des journalistes, c'était la crainte pour leur emploi. Et on en arrive au stade où le serpent finit par se mordre la queue. Les journalistes ont commencé par faire de mauvais journaux. Non pas parce qu'ils voulaient en faire de mauvais, mais parce que souvent, on a éliminé les meilleurs qui faisaient de l'ombre à ceux qui étaient à la tête du journal. On a fini par baisser la masse salariale. C'était la tactique du Monde, ça a été ça. Ils ont supprimé tous les salaires un petit peu importants pour permettre à l'équipe dirigeante, M. Colombani et quelques autres, de rester aussi bien payés que possible. Et donc, on est arrivé à faire de mauvais journaux.
Alors au bout d'un moment, vous avez des journalistes qui ont une assez bonne situation relativement et qui tremblent à l'idée que les petits jeunes qui sont embauchés à 1 200 euros sont prêts à prendre le job tout de suite, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais alors, est-ce que nous ne sommes pas au stade où il va falloir aussi une révolution de la presse? Vous qui connaissez ce sujet par cœur. Elle est là, et merci de m'accueillir, parce que vous êtes l'exemple même de la nouvelle révolution. C'est-à-dire qu'il va y avoir des TV-net, il va y avoir des sites internet qui vont être de plus en plus regardés et consultés par les jeunes gens et par les moins jeunes. Parce qu'au début, bon, les septuagénaires ou les octogénaires, ils avaient du mal, mais ils y sont. Ils y sont. Et je vais vous dire, pour Bolloré Direct 8 ou Labro qui nous déprogramme, les 2 journalistes qui m'avaient invité, qui sont bons professionnels, étaient très ennuyés, très vexés. Monsieur Boris Ergotte et Madame Caroline Lithiobit étaient d'autant plus ennuyés que le mensonge qui a été utilisé, c'était de dire qu'il y avait une panne technique. Or, tous les techniciens ont dit que c'était faux. En plus, c'est un mensonge, en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, au fond, des Bakchiche TV ou des Reichmann TV qui viennent m'interviewer sur mon livre m'intéressent presque plus parce que, d'abord, on parle avec plus de liberté, plus de temps, et on approfondit les sujets, alors que très souvent, quand vous allez dans ces émissions de télévision, même si elles sont regardées par 200, 300 000 ou 1 million de téléspectateurs, c'est la course à l'échalote. Moi, ce qui m'intéresse, parce que là, on parlait des problèmes politiques, et l'avenir de la France, et l'avenir de l'Europe, et les soucis de la planète, et certains sont des problèmes gravissimes, comme au Darfour ou au Kenya, c'est que personne ne s'auto-censure. Et moi, je suis très optimiste, parce que par rapport à plein de journalistes qui sont dans la décadence, dans la peur de perdre leur emploi et dans l'autocensure, parce qu'ils ont 4 patrons, marchands de canons, marchands d'avions, marchands de béton, et maintenant M. Arnaud qui a les Échos. Mais à côté de ça, il y a d'autres structures nouvelles qui sont beaucoup plus libres, beaucoup plus souples. Regardez par exemple RMC, BFM, ou le site internet que M. Alain Veil a monté. Et du coup, les journalistes de talent, où est-ce qu'ils vont? Ils viennent vers ces nouvelles structures libres. C'est pas un hasard si M. Eric Saint-Lévis a quitté les Échos pour aller à la Tribune. Parce que la Tribune, à mon avis, va devenir dans l'année qui vient, ou dans les 2 ans qui viennent, un journal économique plus intéressant que les Échos, qui est le jouet de M. Arnaud. Et enfin, sur les sites internet, vous êtes un des précurseurs, il y a un dialogue. Et dans le site satirique, par exemple, comme Bakchiche, il y a un dialogue avec des gens du monde entier. Par conséquent, moi je suis optimiste. C'est aux journalistes, c'est aux individus, aux éditorialistes, aux chroniqueurs, de sortir leur tripes et leur cœur, de dire des vérités. Et si on a autre chose que la pensée unique, alors à ce moment-là, on fera faire des progrès. Mais, vous savez, Claude, je vais finir là-dessus. Si l'Espagne va mieux, et si l'Allemagne aussi va mieux, c'est également parce que leur presse va très bien. Parce qu'il y a un vrai ton de liberté, de proposition, de suggestion et de critique. Ici, vous voyez bien que ça clapote, quoi. LCI, enfin bon, je vais pas passer en revue tous les médias. Donc ça mouline un peu, quoi. Ça mouline, comme vous dites. Ouais. Mais ce que je voulais vous dire, pour terminer cet entretien, d'abord, je me félicite évidemment toujours de faire bénéficier nos téléspectateurs de votre connaissance vraiment encyclopédique de la politique française et des visions mondiales qu'on peut avoir. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas encore en France, c'est que les sites internet ou les télévisions internet sont reprises dans des conditions qu'on ne soupçonne même pas. J'ai eu par exemple le plaisir, il y a quelques jours ou quelques semaines, d'apercevoir une de vos interviews, et je me suis aperçu que c'était finalement Reichmann TV. Elle passait sur un site international, et il y a beaucoup de jonctions. Voilà, et nous avons bien entendu choisi de laisser totalement libre l'accès aux autres télévisions qui peuvent la reprendre librement. On n'a pas voulu bloquer, on n'en fait pas une affaire commerciale, c'est une affaire de... Ça, c'est la vraie révolution, et c'est pour ça que je suis plutôt optimiste. Par rapport à un excellent livre que je viens de lire de Philippe Cohen et Elisabeth Lévy qui s'appelle, je ne sais pas quoi, La presse va très mal, je ne sais pas. Oui, bien sûr, on peut faire des constats de maladie. Mais si j'accepte de me couper un doigt pour ne pas avoir la gangrène à ce bras, je peux aussi utiliser un bras qui va bien. Et moi, je suis les affaires de médias et de presse depuis 35 ans, et même quand j'étais à Sciences Po, ça m'intéressait déjà beaucoup. Je suis persuadé que les jeunes gens vont s'informer toujours. Je suis persuadé que les
spectacles ou les animations culturelles, sportives vont aller de mieux en mieux. Je suis persuadé que les radios financières ou économiques vont se propager de plus en plus. Et l'Internet va accroître encore ce moment-là. L'Internet, ça n'est qu'un outil. Ce qui est important, c'est ce que vous et moi allons dire face à des moyens de production. Si on ne fait que dire non, ça va pas si mal pour Sarkozy, j'ai voté pour lui, et puis d'ailleurs il faut qu'il réussisse parce que c'est bon pour la France, alors là on est à côté de la plaque. En réalité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être honnête. Eh bien, sur ces fortes paroles, nous allons clore cet entretien, auquel j'ai eu beaucoup de plaisir à vous convier, mon cher Jean-François. Je rappelle le titre du livre de Jean-François Probst, Les Dames du Président, aux éditions du Rocher. Les paris sont ouverts pour savoir si ces dames vont avoir le destin que certains peuvent leur supposer, ou bien si elles seront emportées par la tempête ou la tornade des vents de la steppe, comme dit M. Fillon, le Premier ministre, qui ne manque pas de se lever en ce moment et surtout qui risque de s'amplifier au moment où les élections municipales rendront leur verdict et notamment démontreront si la France a encore un président de la République crédible ou pas. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Soyez heureux, portez-vous bien et vive la France.